Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, nous sommes aujourd'hui à 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle et nous sommes en ordre de bataille, mobilisés et déterminés. La preuve par votre présence massive aujourd'hui à Rouen, nous sommes près de 1500. Beaucoup de nos amis sont encore dehors parce qu'ils ne peuvent pas rentrer, la salle est trop petite et c'est de bon augure en ce début de dernière ligne droite de campagne. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel aux plus jeunes. Au Front National, nous sommes peut-être les seuls à avoir encore le sens de la solidarité. Alors je demande aux plus jeunes de laisser, s'ils le peuvent, leur place à des personnes plus âgées qui sont au fond et qui seront obligées de rester debout parce que nous sommes très nombreux. Chers amis, revenons quelques instants en arrière. En juin 2007, le Front National sortait exsangue électoralement des élections législatives, Sarkozy ayant réussi son hold-up sur nos idées et sur nos électeurs. Pourtant, en quelques mois seulement, la déception a remplacé l'espoir et nos compatriotes ont constaté chaque jour que les promesses du candidat Sarkozy s'étaient envolées, qu'il s'agisse de l'immigration, de l'insécurité ou de l'emploi. La suite, vous la connaissez bien. Sarkozy avait promis de mettre fin à l'immigration subie. Résultat, notre pays est confronté à une immigration massive et incontrôlée, qu'elle soit légale ou clandestine. Alors qu'à l'époque de Jospin, 120 000 titres de séjour étaient délivrés chaque année, nous avons dépassé la barre des 200 000 avec Sarkozy. Une population plus importante que celle de la ville du Havre, qui entre chaque année en France et qui pèse évidemment dramatiquement sur les comptes de la nation. Quant à l'immigration clandestine, elle ne diminue pas non plus, loin s'en faut, puisque les pompes aspirantes n'ont pas été supprimées. Je ne reviendrai pas non plus trop longuement sur les promesses de Sarkozy s'agissant de l'emploi ou du pouvoir d'achat. Les chiffres de son quinquennat sont accablants. Près de 5 millions de chômeurs, 500 000 emplois industriels perdus en 5 ans, une dette publique qui est passée de 1200 à 1700 milliards d'euros et 8,2 millions de pauvres, c'est-à-dire 14% de la population française qui vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté selon les critères de l'INSEE. Si l'échec de Sarkozy a rapidement été une évidence pour beaucoup de nos compatriotes, il n'en fallait pas moins reconstruire une véritable offre politique alternative, tant attendue par les Français. C'est ce que nous avons fait méthodiquement, patiemment, depuis 4 ans, sous l'impulsion de Jean-Marie Le Pen, dont les 50 années de vie politique personnelle sont un exemple de pugnacité et de constance qui force l'admiration de tous. Plébiscité par les électeurs et sympathisants de notre mouvement, brillamment élu par nos adhérents lors du congrès de Tours il y a 1 an, jour pour jour, Marine Le Pen a remis le front sur les rails du succès, donnant une visibilité nouvelle à nos propositions économiques et sociales et apparaissant comme la seule responsable politique qui défende réellement l'identité française, les valeurs républicaines, la souveraineté du peuple, la laïcité et le rétablissement d'un État fort, stratège et protecteur. Dans notre région aussi, le Front National s'est réorganisé et professionnalisé jusqu'à redevenir, à l'occasion des élections régionales de 2010 et des cantonales de mars dernier, la 3e et quasiment la 2e force politique régionale. En mars 2010, certains rêvaient déjà à une disparition pure et simple du Front National de la scène politique régionale. Ce fut tout le contraire qui se produisit. Un retour en force avec 12% au premier tour, près de 15% au second tour, et aujourd'hui, le groupe des élus Front National au Conseil régional est la seule force d'opposition réelle à la gauche socialo-écolo-communiste de M. Leverne. Au cantonal, grâce à vous, à votre soutien, à l'engagement dévoué de beaucoup d'entre vous, nous avons présenté des candidats dans chacun des 56 cantons de la région, 22 dans l'Eure, 34 en Seine-Maritime. Nous avons obtenu près de 20% des suffrages de moyenne régionale, 17 de nos candidats se qualifiant pour le second tour. Et la progression entre les 2 tours des cantonales est un indicateur plus fiable que tous les sondages. Il montre notre capacité de progression et de rassemblement. Plusieurs de nos candidats ont frôlé la barre des 40% des voix, ce qui montre que Marine Le Pen et le Front National ont déjà gagné la bataille de la dédiabolisation, mais aussi que nous sommes sur le point d'emporter celle de la crédibilité. En effet, depuis 1 an, nous avons pu voir, certes, beaucoup d'électeurs déçus de l'UMP nous rejoindre.
écœurés par les engagements non tenus du candidat Sarkozy et constatant l'impuissance de la droite mondialiste. Mais nous avons vu aussi nous rejoindre tant de Françaises et de Français, issus de la gauche, constatant lucidement que seule Marine Le Pen s'intéresse aujourd'hui aux Français les plus modestes, la gauche s'étant docilement soumise aux puissances d'argent et à la logique ultralibérale de Bruxelles. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de voir les socialistes, les Verts et les communistes voter tous comme un seul homme au Sénat une proposition de loi visant à donner le droit de vote aux étrangers. Lâchée par les classes populaires, ce qui est un juste retour des choses, parce qu'elle les a abandonnés, la gauche est donc à la recherche d'un nouvel électorat. Honte à ces politiciens qui ont abandonné et trahi le peuple français. Mes chers amis, pour beaucoup de Français, Marine incarne aujourd'hui une immense espérance. La France nous attend. Il nous reste 100 jours pour mobiliser nos compatriotes, convaincre les hésitants, montrer la justesse de notre projet et mettre en évidence que le vrai choix, il n'est pas évidemment entre la gauche et la droite, il n'est pas entre Hollande et Sarkozy, deux candidats mondialistes interchangeables, mais entre d'un côté le système UMPS et ses représentants qui ont le pouvoir en France depuis 40 ans et qui se trompent depuis 40 ans, et de l'autre, le formidable courant patriotique qui émerge, avec à sa tête Marine Le Pen. Nous pourrons créer la surprise, non seulement le 22 avril, mais aussi le 6 mai. L'heure est au rassemblement de toutes les forces et toutes les bonnes volontés, au-delà du Front National lui-même. De très nombreux Français participent à nos côtés à la bataille de 2012. Gilles Le Breton, professeur de droit à l'Université du Havre, qui interviendra à la tribune dans quelques instants, est emblématique de ces Français qui sont aujourd'hui à nos côtés et nous apportent leur expérience, leur expertise, leurs compétences pour mener et gagner le combat pour la France et pour le peuple français. En ce début d'année 2012, je vous souhaite bien sûr à tous, individuellement, une bonne et heureuse année. Mais pour la France et les Français, je forme un seul vœu, simple et clair, Marine à l'Élysée! Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, bonjour. Je m'appelle Gilles Le Breton, je suis professeur de droit à l'Université du Havre et depuis le 6 octobre dernier, je suis conseiller politique de Marine Le Pen pour l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'enseignement supérieur, mais des raisons de mon engagement auprès de Marine Le Pen. Je suis un simple citoyen qui n'a jamais exercé aucun mandat électoral, je n'appartiens à aucun parti et je n'ai pas de plan de carrière en politique. Jamais, il y a encore quelques mois, je n'aurais pensé être là aujourd'hui. Mais, comme nous tous, je suis un citoyen qui s'intéresse à la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire à l'avenir du pays. Et j'ai fait deux constats ces derniers temps. Le premier constat, c'est que les grands partis qui nous ont gouvernés jusqu'à présent, le Parti socialiste et l'UMP, ne sont plus dignes de nous conduire. Je suis consterné par le Parti socialiste qui s'est converti, contre toutes les valeurs qu'il professe, à l'ultralibéralisme. Je suis également consterné par le marchandage de postes de députés auquel il se livre, au lieu de nous présenter un programme digne de ce nom. Ce programme, d'ailleurs, est en train d'être préparé dans l'improvisation la plus totale. En témoigne le flottement sur le quotient familial, qui est stupéfiant puisque cela déstabiliserait la politique familiale, qui est l'une des rares politiques qui marche encore dans notre pays. Je suis consterné également par l'UMP, qui n'imagine rien d'autre qu'une politique au service des plus riches. Le bouclier fiscal n'en est qu'un exemple, entre autres. Ce parti a trahi son idéal gaulliste, malgré les beaux discours d'Henri Guénaud. Il a trahi l'idéal républicain de la méritocratie, en détruisant tout ce qui favorise le sens de l'effort, l'école, l'université, les concours de la fonction publique. Et je dirais que ce parti n'incarne plus aucun rêve collectif. Et personnellement, un chef d'État qui tente de placer son fils de 22 ans à la tête d'un grand établissement public ne me fait pas rêver.
Heureusement, deuxième constat que j'ai fait comme beaucoup d'entre vous, il y a Marine Le Pen. Jusqu'à une époque récente, j'étais victime de certains préjugés. Il est vrai que l'opération de diabolisation est à l'œuvre depuis déjà pas mal de temps, mais je me suis rendu à l'évidence. Son très beau discours du 1er mai sur les libertés publiques et les valeurs républicaines m'ont montré que c'était la femme de la situation. J'ai dit publiquement que ce discours, dans mon esprit, me ralliait à elle. J'ai été pris au mot et aujourd'hui, finalement, je participe activement à sa campagne. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas simplement laisser le Front National soutenir Marine Le Pen. Il faut organiser un rassemblement beaucoup plus large. Il faut que les Français de bonne volonté viennent de tous les horizons pour se rassembler autour d'elle. Et en ce qui me concerne, j'aimerais souligner qu'il y a beaucoup de points dans son programme qui me semblent importants pour la France. Faute de temps, je n'en examinerai que 3 très brièvement. L'Europe, l'État, les valeurs. L'Europe d'abord, il est très important de voir que Marine Le Pen est la seule des grands candidats à lutter contre l'Union européenne. L'Union européenne est une organisation internationale qui tente de se transformer en État fédéral. Nous avons repoussé un premier assaut en 2005. Le peuple français l'a repoussé grâce au référendum du 29 mai. Une deuxième tentative a lieu aujourd'hui avec le projet de gouvernement économique européen et il ne faudra compter ni sur l'UMP ni sur le PS pour repousser ce deuxième assaut. Seule Marine Le Pen pourra le faire. C'est une des raisons pour lesquelles je la soutiens. L'enjeu, c'est le maintien de notre souveraineté nationale, c'est-à-dire de la liberté du peuple français de choisir son destin. Laisser faire l'Union européenne, c'est la laisser nous imposer un destin dont nous ne voulons pas, la mondialisation ultralibérale, la destruction des frontières, des délocalisations, la désindustrialisation, le chômage, la précarité. Mais il n'y a pas de fatalité. La politique est le monde de la volonté. Il faut résister à l'Union européenne. C'est le sens de mon engagement, car comme Marine Le Pen, je suis souverainiste. L'État. Le Parti socialiste et l'UMP veulent affaiblir notre État. Plus ils renforcent l'Europe, plus ils affaiblissent l'État. Et j'en veux pour preuve la destruction programmée de nos services publics, qu'il s'agisse des tarifs du gaz et de l'électricité, qu'il s'agisse de l'accès à la santé ou qu'il s'agisse de l'enseignement. Tous ces services publics sont en train de connaître la difficulté. Même l'enseignement supérieur est en crise, mes chers compatriotes. Habituellement, lorsqu'on veut être indulgent pour Nicolas Sarkozy, on dit il a tout raté, mais quand même, l'enseignement supérieur, il a réussi, il a fait une belle réforme. Eh bien, ça n'est pas vrai. La loi de 2007 sur l'autonomie des universités a plongé nos universités dans des problèmes financiers très graves. L'an dernier, certaines universités ne sont pas parvenues à voter de budget. Cette année, à l'heure où je vous parle, d'autres universités encore plus nombreuses connaissent les mêmes problèmes, dont une université en Normandie. Il faut réagir. Avec Marine Le Pen, nous aurons un État fort, conformément à notre tradition nationale, qui remonte au moins jusqu'à Colbert. Historiquement, en France, l'État s'est construit contre la féodalité, c'est un protecteur. Le renforcer, c'est renforcer la protection du peuple français. Les valeurs, enfin, la première valeur qu'incarne Marine Le Pen, c'est évidemment le patriotisme. La France est notre patrie, il est normal que nous l'aimions, il est normal que nous en défendions les symboles, le drapeau tricolore, l'hymne national, la Marseillaise, mais le patriotisme implique des devoirs qui ont été un peu oubliés ces derniers temps. Premier devoir, c'est le devoir d'imposer dans les programmes scolaires un enseignement convenable de l'histoire de France. Deuxième devoir, c'est le devoir d'assurer en pratique et pas seulement en théorie le respect de nos grandes valeurs républicaines qui sont des valeurs françaises, la liberté par la lutte contre la pensée unique qui nous opprime, l'égalité par le refus du communautarisme et l'affirmation de la laïcité, la fraternité en manifestant notre solidarité envers tous les Français qui sont dans la difficulté, quelles que soient leurs origines. Oui, mes chers compatriotes, Marine Le Pen incarne la fraternité aux yeux de tous nos compatriotes qui sont les oubliés,
les exclus du système politique actuel. La Révolution, disait Victor Hugo, c'est la France sublimée, en faisant référence à ces belles valeurs qui sont les nôtres. Eh bien, cette devise républicaine est admirable, mais elle est aussi exigeante. Et pour conclure, je rappellerai les mots de Paul Valéry qui disait que cette devise suppose la force d'être libre et la volonté d'être égal. Eh bien, nous aujourd'hui, ayons cette force et cette volonté en portant Marine Le Pen à la présidence de la République le 6 mai prochain. Compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, parce que figurez-vous que ce discours est retransmis directement via Internet. Depuis la semaine dernière et jusqu'à l'élection présidentielle, dimanche rime désormais pour moi avec ces moments de rencontre avec vous. Chaque dimanche, je m'en vais parcourir nos belles régions françaises pour vous rencontrer, vous adresser un grand message d'espoir, me tourner vers les Français et leur parler de la France. Mais aussi leur expliquer pourquoi l'effritement et même dans certains domaines, l'effondrement dont ils sont les spectateurs désolés n'est pas une fatalité. Ma génération entend parler de crise et de chômage depuis qu'elle a l'âge de raison. Mais une crise qui dure presque 40 ans n'est pas une crise, c'est un système. Ce système, il a été voulu, construit, renforcé depuis 40 ans. Et il n'est plus temps de savoir si c'est de la part de nos dirigeants successifs, par bêtise, par lâcheté ou par cupidité. Dans les trois cas, il suffit de savoir que c'est leur responsabilité et qu'ils sont donc tous discrédités pour y apporter des solutions. Ce système, c'est celui du mondialisme ultralibéral. Et il me faut vous convaincre que cette situation n'est qu'une parenthèse dans notre histoire et non pas une fatalité induite par des évolutions mécaniques du monde à laquelle on ne pourrait que s'adapter, ce qui est le discours de Nicolas Sarkozy, tout en tentant maladroitement d'en corriger les injustices les plus révoltantes. Ça, c'est le discours de François Hollande. Si depuis 40 ans la France s'appauvrit, croyez-moi, certains en revanche s'enrichissent. La classe politique
aveuglés ou complices, délivrent un faux diagnostic et apportent par conséquent des solutions qui, loin de soigner le pays, sont en train de le tuer. Faisons donc ensemble le bon diagnostic et nous verrons que les solutions s'imposent d'elles-mêmes. Il y a près de 40 ans, en 1973 plus précisément, ces beaux messieurs qui nous gouvernent ont fait passer une loi dite Pompidou-Giscard. Cette loi a mis fin à un système sain et de bon sens qui voulait que le public finançait le public et le privé finançait le privé. Ainsi, la Banque de France prêtait au Trésor français de l'argent à un taux d'intérêt extrêmement faible, ce qui permettait des investissements publics à un coût très avantageux pour les Français. Et les banques et les institutions financières, elles, finançaient les entreprises privées. En 1973, nos politiques font alors un cadeau extraordinaire au marché financier. Ils privatisent purement et simplement l'argent public en donnant au marché financier un monopole absolu en matière de prêts et interdisent à la Banque de France de prêter au Trésor. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que cette interdiction fut plus tard gravée dans le marbre de Maastricht, instituant la monnaie unique, l'euro. Cette incroyable manne accordée au marché financier est la raison principale de notre gigantesque dette et les Français engraissent chaque année depuis 40 ans ces puissances financières. Ainsi, calculette à la main, depuis 1973, nous avons payé au marché financier l'équivalent de 1400 milliards d'euros d'intérêts. Et nous avons 1700 milliards d'euros de dettes. Y aurait-il pas un malaise quelque part? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation folle où nous empruntons pour rembourser non pas le capital, mais les intérêts de notre dette. Mais permettez-moi, n'importe quelle personne un peu sensée sait pertinemment qu'il est alors impossible de s'en sortir. Mais ça n'est pas tout. C'est là que les agences de notation entrent en scène. Elles ont pour vocation d'indiquer aux marchés financiers à qui ces derniers peuvent prêter en toute tranquillité, car ils sont sûrs d'être remboursés, et à qui il est dangereux ou très dangereux de prêter, car les perspectives économiques de l'emprunteur sont mauvaises. Il s'agit des fameuses notations qui vont de triple A à D, c'est-à-dire le défaut, c'est-à-dire l'incapacité à rembourser la dette. Les agences de notation, qui sont des agences privées et qui ont comme clients les marchés financiers, sont donc des thermomètres. Il n'y a honnêtement que Mélenchon pour avoir le désir d'aller manifester contre un thermomètre plutôt que de faire baisser la fièvre. Alors, là, le phénomène est intéressant. Plus la note baisse, plus les marchés financiers prêtent à un taux d'intérêt fort, plus ils s'enrichissent, plus ils nous appauvrissent, plus ils nous appauvrissent, plus ils s'enrichissent. Et c'est comme ça que ça marche depuis 40 ans. Eh bien voilà le plus grand hold-up jamais réalisé dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça, avec la complicité de notre classe politique. De l'UMP au Parti socialiste en passant par le MoDem. Ils refusent de briser ce cercle infernal en retirant au marché ce scandaleux monopole et donc en retirant aux agences de notation la possibilité de nous noter comme des élèves de CM2. Il ne reste alors d'autre solution à M. Sarkozy, Hollande, Bayrou que d'imposer aux Français l'austérité. Chacun la sienne, pour faire cracher aux Français toujours plus d'argent en leur donnant toujours moins en contrepartie dans le but de rembourser nos usuriers.
Eh bien, je suis désolé, mais c'est ce que j'ai appelé l'esclavage pour dette. Nous ne travaillons alors plus pour produire des richesses qui améliorent notre niveau de vie, financent des services publics de qualité, construisent les infrastructures de demain. Nous travaillons pour rembourser les marchés financiers. Nous sommes devenus esclaves. Et si nous ne faisons rien, nous mettrons aussi en esclavage nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Est-ce cela que nous voulons? Est-ce cela que nous allons leur léguer? Non. On ne peut pas leur léguer des chaînes. Et c'est pourquoi, mes amis, il n'y a pas d'autre solution que de retrouver la maîtrise de notre monnaie nationale. Car l'euro est l'instrument de notre esclavage. L'euro est notre prison. L'euro est notre cage. Et la souveraineté monétaire est la clé vers notre liberté. Pour supprimer la loi de 1973 et donc le monopole des marchés et permettre à la Banque de France de prêter à nouveau au Trésor sans intérêt, pour déprivatiser l'argent public, il faut que nous puissions à nouveau battre monnaie nationale. Il n'y a pas d'autre solution. Pour éviter l'endettement à perpétuité et le saccage social qui se terminera inéluctablement par un cataclysme financier, nous devons préparer la sortie de l'euro et le retour aux monnaies nationales. À la logique de l'improvisation, nous devons opposer la logique de la préparation. Préparer la sortie de l'euro, briser le monopole des marchés financiers, d'évaluer notre monnaie si c'est nécessaire pour oxygéner tout de suite notre économie. Il n'y a pas d'autre solution. Et vous comprenez pourquoi. Je réfutais tout à l'heure le terme de crise et vous parlais d'un véritable système. Eh bien, ce système a été construit, voulu, renforcé par l'ensemble de notre classe politique qui fait aujourd'hui payer au peuple ses propres erreurs. Vous comprenez mieux pourquoi toute perspective de sortie de l'euro les rend fous. Pourquoi ils sont prêts à tout pour le sauver, y compris nous ruiner. Pourquoi le débat n'est même pas possible sans que fusent les invectives, les anathèmes, les insultes. Pourquoi ils sont prêts à tous les mensonges pour détourner les Français de la seule solution possible pour s'en sortir. Vous comprenez pourquoi ils amusent la galerie avec des polémiques puériles et stériles, s'abaissant même à faire chanter le Premier ministre sur l'air « C'est celui qui dit qui est ». Vous comprenez maintenant pourquoi ils polluent le débat en lançant des mesurettes qui sont autant d'écrans de fumée dont on ne sait jamais trop d'ailleurs où est-ce qu'elles retombent. Vous comprenez pourquoi ils refusent d'entrer dans le dur, et de débattre du seul vrai sujet de cette présidentielle, parce qu'en fait, ce sujet-là détermine tous les autres, celui du système économique dans lequel ils nous ont enfermés et qu'ils soutiennent tous, sans exception. Regardez comment ils s'agitent, regardez comme ils ont peur. Peur que leur système soit balayé, et eux avec. On comprend mieux alors que leur tout sauf Marine cache en réalité le tout sauf la vérité. La vérité et la liberté, voilà ce que nous venons offrir au peuple de France. Et voilà pourquoi se renforce chaque jour la dynamique autour de ma candidature. Voilà pourquoi monte cette vague bleu marine qui emporte toutes les vieilles bastilles du mensonge, du désespoir, du conformisme, qui bouscule les puissants et leurs inféodés. Voilà pourquoi se met en marche cette révolution bleu marine qui met la vérité, la liberté, la justice et la France au centre de tout. Oui, ça va changer. Et il faut que ça change. Partout, ensemble. Nous allons combattre le mensonge qui a servi. Et disons les choses telles qu'elles sont. Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, jamais le mensonge
n'avait atteint un tel niveau. Le mensonge est devenu industriel sous Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs une des seules industries qui continue à bien se porter. Le mensonge, il est systématique, obsessionnel. Il est érigé en véritable méthode de gouvernement. Nicolas Sarkozy a triomphé sur le mensonge, a triomphé par le mensonge. Il lui revient aujourd'hui en boomerang, et c'est du mensonge qu'il chutera. Oui, à cette période de la campagne, à ce moment où les Français exigent une confrontation projet contre projet, à ce moment où ils refusent l'incantation et les slogans publicitaires des autres, le boomerang des mensonges est en train de revenir à toute vitesse sur Nicolas Sarkozy. Il ne pourra y échapper. Boomerang sur 6 France, où l'UMP et le PS viennent pleurer des larmes de crocodile sur les conséquences de leur propre choix, ceux d'une Europe ultralibérale et antisociale. Boomerang sur la dette, où le président, qui se disait protecteur, est en réalité l'homme qui valait 500 milliards, les 500 milliards de dettes supplémentaires qu'il a fait en un quinquennat. Je crois que c'est un record absolument historique. Boomerang sur l'euro, où les Batman de la politique politicienne nous ont fait croire un an durant qu'ils avaient tout réglé, tout sauvé. L'euro, la Grèce, l'Europe, le monde. Mais je me souviens de la promesse, enfin une de plus, de Nicolas Sarkozy. Ouvrez les guillemets. Je n'ai pas été élu pour que la France soit dans la même situation que l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Ben, la perte hier du AAA de la France prouve exactement l'inverse. Nous avons emprunté le même escalier que l'Italie et la Grèce. Certes, nous ne sommes pas encore au même étage, mais ça va venir. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'est inexorable. Et pourquoi, si nous ne sortons pas de leur modèle économique, nous rejoindrons nos amis européens au rez-de-chaussée, dans la tourmente, la souffrance et la précarité. Il faut anticiper la sortie de l'euro ensemble avec les peuples européens pour ne pas subir son éclatement et les drames qui seraient la conséquence d'une situation d'impréparation et de panique. Car partis comme c'est, ils vont probablement aller jusqu'à jeter la Grèce hors de l'euro. Sans préparation, comme ça. Comme un avant-goût de ce qui nous arriverait si rien n'était préparé. Et ce serait folie. Nicolas Sarkozy n'a pas tenu le rôle qui aurait dû être le sien. Celui du président qui protège les Français. Comme François Hollande, comme les autres candidats engagés dans la course folle et archaïque de l'Europe, de l'euro à tout prix, il a engagé la France dans l'escalier qui mène à l'enfer économique et social. Il est temps, mes chers amis, de retrouver notre liberté et la maîtrise de notre destin, de mettre la France à l'abri par des protections intelligentes aux frontières, par une monnaie nationale solide qui sécurise, de protéger l'épargne des Français aussi, en mettant à l'abri du casino de la spéculation par la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Il est temps de mettre fin au règne des apprentis sorciers, les aventuriers inconscients et inconsistants, d'un modèle économique ultralibéral et d'une monnaie qui étouffe, et préparer la mise en œuvre du patriotisme économique et du patriotisme social. Je les appliquerai, moi, sans faillir. Alors, boomerang aussi sur le droit de vote des étrangers, sur lequel Sarkozy et Guéant ont toutes les peines du monde à faire oublier leur soutien d'antan et à masquer leur nouveau positionnement, aussi fragile d'ailleurs qu'électoraliste. Boomerang sur l'immigration, où même le journal Libération confirme que je dis la vérité aux Français, que les chiffres dramatiques que je rends publics sont les bons, malheureusement les bons. Quand Guéant ment, trafic, truc,
dissimule. Oui, j'ai raison de dire que 2011 fut encore pire que l'année d'avant. Encore 4% d'immigration en plus, après 2010, déjà une année record. Un bilan qui ferait pâlir de jalousie les socialistes les plus extrémistes. Aux questions indiscrètes, répond par un mensonge, nous dit un proverbe espagnol. Il semble bien que pour Guéant et Sarkozy, les chiffres de l'immigration soient une question bien indiscrète. Boomerang sur le mariage homosexuel, où Nicolas Sarkozy laisse peu à peu tomber le masque. Sur ce sujet-là aussi, il semble être main dans la main avec le PS et le centre. Sur ce sujet-là aussi, ses convictions paraissent bien incertaines. Sur ce sujet-là aussi, il n'y a pas de boussole à la tête de l'État, mais une girouette qui n'en finit plus de tourner. Nous sommes, nous, clairement, sans ambiguïté, contre le mariage homosexuel. Le lundi comme le dimanche, le matin comme le soir, avant les élections comme après. Nous maintiendrons le Pax, mais il faut avoir le courage de résister aux pressions des lobbies communautaires qui ne représentent pas plus qu'eux-mêmes et sûrement pas les personnes au nom desquelles ils sont censés parler. Boomerang aussi, et comment ne pas en parler ici, sur l'échec industriel du gouvernement, sa soumission aux banques. Je pense bien sûr à Petroplus, dans cette région qui aussi souffre durement. Or, vous le savez, les gros bras de la CGT m'ont empêché d'aller voir les sacrifiés de Petroplus, qui pourtant sont probablement plus de 40% comme l'ensemble des ouvriers à vouloir voter pour moi. Oui. Vous voyez, mes amis, derrière les menaces et les barrages, encore et toujours, d'autres oubliés, d'autres invisibles, qui n'ont pas leur mot à dire. Il faudra revoir totalement l'organisation du paysage syndical français, parce que la prise en otage des travailleurs par des officines qui ne représentent plus personne, qui utilisent des méthodes violentes, n'est plus tolérable. Il faudra oxygéner le syndicalisme français pour voir émerger des syndicats puissants, libres, enfin représentatifs et donc légitimes et protecteurs. Mais finalement, vous savez, comme souvent, d'un mal est sorti un bien. Vous avez vu, en effet, comme les autres candidats à la présidentielle se sont précipités pour faire la queue devant Petroplus, sous l'œil des caméras. Il y a tout de même quelque chose d'indécent dans le spectacle de ces responsables politiques qui font la queue devant les usines qui ferment comme des assassins qui reviendraient sur les lieux de leurs crimes. Parce qu'en effet, tous ces partis, UMP, PS, Modem, Verts, sont les coupables de ces destructions d'emplois, de ces fermetures d'usines, par leur soutien inconditionnel à une Europe de Bruxelles ultralibérale, par leur adoration du libre-échange intégral, par leur soutien à une immigration de masse voulue par le grand patronat pour faire baisser les salaires. Oui, tous ces renoncements, tous ces mensonges, Nicolas Sarkozy et la caste qui l'environne sont en train de les recevoir par un effet de retour de boomerang. Cette campagne présidentielle est donc une grande œuvre de vérité. Elle fait tomber les masques. Elle permet de voir où est le vide et où se trouve l'espérance, où est le mensonge et où se trouve la lucidité. Et la lucidité, la vérité, veut qu'on aille en permanence au fond des choses, qu'on permette aux Français de se déterminer projet contre projet. Parce que je vais au fond des choses, je ne peux que parler de la France des oubliés, ces oubliés de la mondialisation, les premières victimes d'un système qui méprise les salariés, qui méprise le travail, qui privilégie la rente à l'effort et enfonce les catégories populaires, les classes moyennes et les retraités dans une misère grandissante. Au profit de qui? Au profit d'une toute petite caste de profiteurs, ceux qui ont déjà tout, mais qui en veulent toujours plus. Je parle de ces souffrances invisibles,
souvent cachés dans le débat public, rarement montrés à la télévision, parce que je sais que tous ceux qui sont au pouvoir ne s'en préoccupent plus, occupés qu'ils sont à servir leurs intérêts, l'intérêt de leurs amis, les puissants, les maîtres qu'ils se sont donnés. Dans l'univers de l'argent roi, les petits, les misérables, et tous ceux qui subissent en silence, tous ceux qui angoissent pour l'avenir de leurs enfants, tout cela n'intéresse plus personne. Le gouvernement, la gauche, le centre, tous les ont oubliés. Ils ne comptent plus. Voilà pourquoi mon projet présidentiel tout entier est tourné vers ces oubliés de la mondialisation, vers ces invisibles de la politique française. Voilà pourquoi toute mon ambition pour la France, elle se met au service de ce peuple de France que je respecte et dont je me fais le porte-voix. Mais je veux, si vous me le permettez aujourd'hui, pousser mon analyse sur cette question centrale, parce qu'il m'apparaît que ces oubliés sont d'une autre manière encore victimes du système mondialiste. Le mondialisme, ce n'est pas seulement un système économique sauvage et dépassé. Ce n'est pas seulement un phénomène technique, une intensification des échanges commerciaux et financiers au niveau international, qui utilise, pressure, puis jette les salariés pour en faire des chômeurs ou des travailleurs pauvres, considérant la main-d'œuvre comme la seule variable d'ajustement. Non, le mondialisme, c'est aussi une idéologie qui va au-delà de la simple mondialisation et qui vise à uniformiser les cultures, à encourager le nomadisme, la circulation permanente d'hommes déracinés d'un continent à l'autre, à les rendre interchangeables, en somme, à les transformer en anonymes. C'est cette ère du vide dont parle si bien Gilles Lipovetsky, cette époque où les nations, où les cultures sont un trop-plein qu'il faut évacuer de nos têtes. Dans ce système, dans leur système, l'individu, la personne humaine, ne compte plus en tant que tel. On n'est plus qu'une unité de production ou de consommation dans un monde sans frontières où les territoires se valent. Vous comprenez alors très bien que la négation des identités nationales, l'immigration massive, le multiculturalisme comme doctrine, le communautarisme, tous ces fléaux contemporains participent du projet mondialiste. C'est le versant culturel, en quelque sorte, de ce projet qui consiste à transformer chaque territoire, chaque nation, chaque peuple en un magma mondialisé, vide de toute identité et où règne en maître la seule et unique loi qui vaille, celle du commerce. Voilà pourquoi les concepts du marketing ont totalement envahi notre manière de penser la société. Il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus que des consommateurs, dont on étudie et dont on modèle les goûts, qu'on essaie de ranger dans autant de tribus qu'il y a de marques disponibles. Les consommateurs sont nomades, ils zappent selon les tendances. Contre les modes, quoi de plus redoutable, quoi de plus insupportable pour le faiseur d'argent que l'existence d'une identité nationale? Beaucoup d'États dans le monde ne s'accommodent pas de cette évolution désespérante, déprimante, oppressante, et cherchent à maintenir leur civilisation en même temps qu'ils se protègent et qu'ils s'arment face à la mondialisation, se donnant les moyens d'y être offensifs et conquérants. La France, elle, comme les autres pays de l'Union européenne, la zone la plus ouverte du monde à la mondialisation débridée, a fini de croire en sa civilisation et se livre à tous les vents dévastateurs du mondialisme. Le peuple français est attaché de toutes ses forces à la France, à son identité, mais les élites l'ont abandonné, les yeux rivés sur l'horizon indépassable du mondialisme. Voilà pourquoi en France, imitant cela les autres pays européens, on a voulu défendre le relativisme culturel et le multiculturalisme. Voilà
Pourquoi, en niant l'identité française, qu'on a voulu concurrencer par toutes les autres allégeances possibles, étrangères, européennes, régionales, globales, on a finalement poussé chacun à se détourner de ce qui, pendant des siècles, des millénaires même, a constitué le fondement de tout dans notre pays, la nationalité. La nationalité, c'est le sentiment d'appartenir à une communauté au sens noble du terme, la communauté nationale. C'est le sentiment d'appartenir à une grande et unique famille, solidaire, si bien décrite par Renan, capable de reconnaître et de défendre dans sa singularité chacun des individus qui la composent. La nationalité, c'est un trésor que nous a livré l'histoire et qui constitue pour chacun le socle d'un épanouissement digne et libre. Le trésor des oubliés et des anonymes, qui souvent n'ont rien d'autre. La nationalité, c'est le contraire de l'anonymat. C'est la reconnaissance d'individus membres d'un même ensemble, qui fait sens pour chacun, qui définit des repères, qui règle la vie par des coutumes, par un art de vivre, par le sentiment qu'on n'est jamais seul. La pleine adhésion à la communauté nationale, c'est en plus de cette dignité une forme remarquable de liberté, celle qui permet de rejeter les féodalités et les asservissements de toute nature. Pour les tenants du mondialisme, l'objectif est simple aujourd'hui, que les individus ne se définissent plus par rapport à la nation, cet ensemble qui fédère, cet ensemble avec qui l'on entretient un lien charnel, ne plus se sentir lié par l'histoire de son pays, ne plus vouloir s'attacher aux autres et vivre en fraternité, ne plus même savoir d'où l'on vient. Anonymisé dans le grand bain d'un territoire mondialisé, sans attache, d'un pays qu'on voudrait terrain vague, les individus sont déboussolés. Alors, bien sûr, la tentation est forte de se rattacher à la bouée de sauvetage du communautarisme. À la recherche d'une identité perdue, les gens se jettent dans les bras de cette terrible illusion identitaire qu'est l'appartenance à une communauté. Alors oui, aux anonymes de la mondialisation, aux anonymes du consumérisme à tout va, je propose la nation qui élève, la nation qui protège. Et je suis la seule. La nation, la France, fière de ses valeurs, forte de son identité, belle de son histoire, rassurée dans son avenir. Dès l'école primaire, je donnerai les instructions pour que de nouveau on enseigne l'histoire de France à nos enfants. Alors que, subrepticement, le gouvernement Sarkozy a mis l'histoire de France au banc des manuels scolaires. Nos enfants doivent connaître l'histoire de France, ses frises, ses mythes, ses permanences. Ils doivent la vivre, nos rois, la République, les guerres, nos grands hommes. Ce crime contre l'histoire de France, contre la mémoire de la France, sera réparé si je suis élu. Aux anonymes de la mondialisation, je redonnerai une identité nationale sûre d'elle-même, qui ne se cache pas, qui n'a pas honte. Notre drapeau national sera partout sur les édifices publics, en permanence, et le drapeau de l'Union européenne n'y aura plus sa place. On sera fiers, mes amis, des trois couleurs. On sera fiers de son hymne national,
de son drapeau, qu'on ne brûlera plus sous peine de condamnation d'une sévérité redoutable. On ne laissera plus siffler la Marseillaise, parce que c'est une offense à la France, une offense à nos mères, une offense à nos pères. Et on sera fiers aussi de notre langue nationale, le français, qu'on valorisera bien plus, qu'on fera rayonner, qu'on protégera dans les instances internationales. Je donnerai consigne pour que cette règle qui n'aurait jamais dû cesser reprenne. Tout représentant de la France à l'étranger, lorsqu'il s'exprime officiellement, doit le faire dans sa langue nationale. C'est bien la moindre des choses et le meilleur service qu'on puisse rendre à la diversité des cultures contre le rouleau compresseur du mondialisme anglo-saxon. Un haut fonctionnaire ou un ministre qui ne respecterait pas cette règle serait immédiatement démis de ses fonctions. La langue française est un trésor. Une chance incroyable qui nous réunit. Nous avons le devoir, et je me sens le devoir impérieux, de la protéger, d'en assurer partout le développement. Je demanderai que la fonction publique, et notamment la haute fonction publique, forme des hauts fonctionnaires qui aiment leur pays. Des hauts fonctionnaires qui auront le sens de l'État. Là aussi, c'est la moindre des choses que d'exiger des serviteurs de l'État qu'ils aient la France et son État au cœur. Oui, je ne veux plus que quiconque ait honte de brandir son drapeau national en public, honte ou peur. Je ne l'admettrai pas. Je veux au contraire redonner de la fierté aux Français d'être Français. Le drapeau, chers amis, le drapeau national, c'est ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. La France a et aura encore plus besoin demain d'unité, de concorde. Il faudra donc lutter aussi contre tout ce qui divise les Français. Et vous le savez, le communautarisme est aujourd'hui la première menace contre l'unité de notre nation. Le communautarisme est un principe essentiel du mondialisme, parce que c'est le vecteur le plus puissant de négation de notre cohésion et de notre identité nationale. Je serai donc la présidente de la nation contre le communautarisme. Et pour cela, je réaffirmerai haut et fort les principes et les obligations de notre République une et indivisible, mais aussi de la laïcité, principe essentiel à la paix civile. La laïcité, chers amis, sera d'application plus aisée, il faut bien le dire, quand nous aurons stoppé l'immigration. J'entends la ramener, cette immigration, de 200 000 entrées par an, comme c'est le cas actuellement, l'équivalent de la ville de Rennes, tout de même, à 10 000, qui est le seuil incompressible. Parce qu'il est évident qu'une immigration aussi massive pèse sur la communauté nationale, qu'elle est un facteur de tension et de division qui n'est pas bon, qui n'est pas sain. La laïcité pour l'unité de la nation, par une application stricte de la loi de 1905, immédiatement, les prières de rue, qui continuent encore, malgré toutes les promesses, prendront fin. Il ne sera plus question de financer directement ou par un biais détourné la construction des mosquées. Les fidèles
Les fidèles peuvent se construire des mosquées, mais avec leur argent. Et sûrement pas l'argent public ou l'argent de pays étrangers qui ne respectent pas les autres religions, et notamment la religion chrétienne, comme c'est trop souvent le cas. Eh oui, c'est bien ça la République, et sûrement pas les reculades permanentes du couple Sarkozy-Guéant, habitué à se coucher devant toutes les revendications communautaristes, toutes les revendications politico-religieuses. Trop de laisser-faire, trop de démissions, trop de laxisme ont miné la République française et la laïcité. Je remettrai à l'endroit nos principes et nos valeurs, et les intégristes doivent savoir qu'ils trouveront face à eux, et pour la première fois depuis des décennies, un pouvoir extrêmement déterminé. Et je créerai pour cela un ministère de l'immigration et de la laïcité. Ma France unie et sûre de ses valeurs ne pourra plus tolérer des horaires séparés dans les piscines entre hommes et femmes, ne pourra plus tolérer ces inadmissibles dérives que Madame Aubry a laissé prospérer dans les piscines de sa ville, comme un symbole de la dérive anti-laïque, anti-républicaine du Parti socialiste et des partis en place. Il faudra aller plus loin dans la laïcité, ne rien lâcher. Ainsi, les services publics administratifs dépendant de l'État ou des collectivités territoriales doivent être les garantes des principes républicains et de la laïcité. À l'instar de ce qui s'applique aujourd'hui pour les agents de ces services publics, toute manifestation communautaire y sera donc proscrite pour l'ensemble des usagers, et notamment le port du voile ou de tout autre signe religieux ostentatoire. La collectivité nationale ne pourra subventionner que les associations qui respectent les principes républicains, alors que les structures communautaristes seront privées de tout financement public. L'État fort sera le meilleur protecteur de la laïcité. Et ce protecteur, nous en avons besoin, très vite. Et je crois que mon message prend tout son sens quand on lit avec attention les propos des candidats de l'UMPS et du centre. On voit bien qu'ils penchent tous pour le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, parfois jusqu'à l'absurde, comme cette idée saugrenue d'accorder un jour férié aux Juifs pour le Kippour, qu'ils n'ont d'ailleurs jamais demandé, et aux musulmans pour l'Aïd el-Kébir. Mais alors, moi je vous le demande, pourquoi rien pour les Arméniens, qui ont leur propre calendrier liturgique, et les orthodoxes, qui ont conservé le calendrier julien et fêtent Noël le 7 janvier? Pourquoi rien pour nos compatriotes bouddhistes, qui nous viennent du sud-est asiatique, nos compatriotes hindouistes, originaires de Pondichéry? Et quid du nouvel an chinois, du nouvel an iranien, du nouvel an kurde? Et l'année prochaine, si Mitt Romney est élu président des États-Unis, faudra-t-il prévoir un jour pour les Mormons? Et puis, de peur, moi aussi, d'avoir oublié quelques communautés, je serais tenté de proposer un jour férié aux dieux inconnus, comme Prudent, les Athéniens de l'Antiquité avaient dédié un autel aux dieux inconnus. Ah oui. Mes amis, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, car leur méconnaissance des principes de la République française, de nos valeurs, de notre identité, est pitoyable. Se souviennent-ils seulement, ou sûrement ont-ils honte, que la France plonge aussi ses racines dans le christianisme? C'est pourtant notre histoire, notre identité, que ça leur plaise ou non. Alors oui,
La France fière de ses valeurs, l'identité nationale, la laïcité, pour sortir la France des oubliés, de l'anonymat subi et du magma mondialiste dans lequel on veut la plonger. Avant d'être consommateur, avant d'être d'une communauté, avant d'être client, on est d'abord de France, on est d'abord français, on est toujours et avant tout français. La nation comme seule boussole, même si je dois être la seule, mes chers compatriotes. Oui, je le dis et je le crie avec vous parce que c'est l'amour de la France qui m'inspire et qui nous inspire. Ce violent amour de la France dont nous n'aurons jamais honte, dont nous serons toujours passionnément fiers. Avec la France, l'oublié, l'anonyme retrouve un visage et une voix, oui. Mes chers amis, soyons fiers de ce que nous sommes. Crions haut et fort notre patriotisme. Portons le message universel de la France éternelle qui continuera à résonner dans le monde qu'à condition que la France soit et reste elle-même. Un proverbe portugais, décidément j'ai l'inspiration ibérique aujourd'hui, nous dit que la France est le cœur du monde. J'en suis convaincu. Et j'ajoute que nous aurons, nous, la France au cœur, comme les Français. Désormais, avec moi, mes chers amis, je vous l'annonce, je vous le promets, le patriotisme n'est plus un gros mot. La France revient au premier plan, la nation est le projet moderne du XXIe siècle. Vive la République, vive la France! Oh, t'as un joli t-shirt, mon Biquet. Chers amis, cette salle a une belle sonorité et nous allons donc tous ensemble entonner avec notre âme et notre cœur notre hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie.